Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein du pôle systématique pour vous présenter un webinaire qui va qui est dans le cadre de la semaine des champions et pour pouvoir vous présenter l'un de nos champions qui va se présenter et qui va assurer la présentation de ce webinaire. Juste pour rappel à tous ceux qui sont présents, donc le pôle systématique édite un label de champion depuis 2011, avec cette année particulièrement une promotion que l'on qualifie de résiliente et d'adaptable. Le principe, c'est de notre jury, un jury qui était composé d'anciens champions, qui a été composé avec des entreprises donc de la finance, des banques et des investisseurs, mais aussi de spécialistes de l'innovation. Ce jury est chapeauté et présidé par Fadwa Assub, qui est la vice-présidente du pôle et que nous saluons. Et donc aujourd'hui, nous avons la société Secure-IC qui a été désignée championne. En gros, pour vous présenter Secure-IC, très rapidement, personne n'a de doute sur l'IoT et les objets connectés aujourd'hui. Personne n'a de doute sur la cybersécurité qui est d'une importance cruciale. Eh bien, ce que l'on a trouvé intéressant chez Secure-IC, c'est cette vraie dimension sur la cybersécurité de s'attacher à la cybersécurité by design et d'être présent dès la conception, en particulier des puces. C'est son vrai fer de lance. Et cette dimension, Secure-IC l'a démontré chez les plus grands fabricants du monde entier. Là où c'est intéressant, c'est la dimension que Secure-IC a pris en apportant une dimension, si vous voulez, conseil, puisque non seulement ils sont présents by design, mais ils sont en mesure aussi de donner une expertise auprès des solutions existantes et même de les certifier. Et ça, c'est un vrai plus. Voilà, ce que je vous rappelle également, c'est que nous aurons aussi d'autres webinaires, donc c'est sur cette fin de semaine avec Accelor et Median System. Voilà. Alors, un rappel pratique. Vous avez la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez le faire non pas dans le chat. Le chat, vous pouvez l'utiliser pour échanger entre vous, pour discuter, mais en revanche, les questions, on vous remercie par avance de les poser dans l'onglet questions qui est juste à côté de l'onglet chat et sur lequel vous pourrez donc poser vos questions. En fin de webinaire, nous serons tout à fait en mesure de prendre vos questions et de les soumettre à notre intervenant. Voilà, donc nous allons laisser la place à Sylvain. Ce que je veux enfin vous dire sur Secure-IC, ce que le jury a particulièrement apprécié dans la présentation et dans l'obtention de ce label, d'abord, c'est la dimension internationale. Secure-IC a une vraie place à l'international, a démontré auprès des plus grands faiseurs en mettant en place donc ces solutions by design dans les puces, puisque c'est vraiment sa spécialité, vous allez le découvrir, mais aussi la capacité de basculer en quelque sorte son modèle et de le porter, j'allais dire, sur une chaîne de valeur plus importante en partant de la puce, en allant jusque vers le cloud. Et ça, c'est une vraie prise de position sur le marché qui fait que aujourd'hui, Secure-IC est en position, j'allais dire, de changer de taille critique. C'est une société qui a déjà une taille importante, mais qui se prépare et qui s'est bien préparée pour changer de taille critique et d'aller chercher des tailles plus importantes, des marchés plus importants. Et ça, c'est un point qui a particulièrement intéressé le jury. Comme sur les autres champions, ce qu'aime particulièrement le pôle, c'est des sociétés qui sont bien établies, qui ont un vrai bagage technologique, qui ont maturé dans un temps long et qui, au moment de changer de taille, au moment de se présenter plus actifs sur le marché, eh bien, mettent les moyens mais s'appuient sur ces vraies compétences et ces vraies connaissances technologiques. Voilà, sans plus attendre, je vais passer la main à Sylvain qui va nous faire cette présentation. Merci Sylvain, je te passe la main. Merci Christian.
Donc bonjour à tous nos auditeurs. Donc déjà, je vous remercie effectivement pour votre intérêt. Aujourd'hui, je souhaite effectivement vous passer 2 messages. Le premier message est de nature un petit peu technique. Donc c'est vraiment en fait un aperçu sous un angle, je pense original, de la cybersécurité dans le monde de l'IoT. Effectivement, vous verrez un petit peu les chiffres que je vous présente, mais nous avons acquis sur le marché donc de l'IoT, de la sécurité IoT, j'aime bien dire bottom-up. Donc en fait, partant de l'objet IoT et pour assurer sa sécurité vers les couches hautes. Donc nous avons acquis en fait une place importante dans différents écosystèmes. Donc voilà, vous donnez quelques aperçus de la pratique de la cybersécurité, donc spécifiquement pour la protection des objets. C'est un premier objectif. Un deuxième objectif, c'est effectivement de partager un développement d'entreprise. En fait, écoutez, en 2010, nous démarrions, nous étions 5 cofondateurs. Aujourd'hui, nous sommes 150 répartis effectivement sur tous les continents. Et donc, vous expliquez comment nous avons réussi à nous développer et effectivement comment aujourd'hui nous avons pris conscience que il faut que l'on continue cette démarche, non pas comme une fuite en avant, mais réellement pour mieux servir nos clients et puis pour effectivement exécuter une feuille de route qui nous permettra d'être présent dans une offre élargie, quoi, en fait. Donc alors laissez-moi vous présenter l'agenda. Donc une rapide petite introduction. Le deuxième point pour d'emblée aller dans un sujet d'actualité qui est le M&A, d'accord? Donc effectivement, ça concerne toute entreprise et du côté Secura ici, effectivement, nous avons fait notre première acquisition l'année dernière, donc je vais vous en dire quelques mots. Ensuite, effectivement, le troisième point, c'est un focus sur nos technos. Donc quatrième point, comment notre dynamique de scale-up va venir enrichir notre offre. Et puis quelques points, cinquième point, vous voyez, de perspective. Donc je suis Sylvain Guillet, cofondateur de Secura ici et donc le CTO, le directeur technique. Et donc effectivement, je m'attache à élaborer les feuilles de route. Vous voyez, je suis là au contact de nos clients en Israël aujourd'hui. Donc pour en fait anticiper les tendances. Donc au contact de l'industrie du semi-conducteur, mais également des gestionnaires IoT, donc qui peuvent être effectivement commerciaux de type hyperscaler, voilà, mais également très spécialisés sur certains marchés, donc notamment actuellement le marché de l'automobile et des composants automobiles, qui prend très au sérieux la sûreté et la sécurité de ces puces. Voilà, et donc comme faisant partie également de mes responsabilités au-delà des feuilles de route, c'est effectivement de veiller à ce que notre offre technologique soit apte à être déployée donc sur différents marchés. Et donc effectivement, ça induit une logique de mise sur étagère et donc de rationalisation de notre portefeuille pour permettre une adaptation aisée à de multiples cas d'usage. Donc, un des points d'actualité, effectivement, c'est que ce milieu de la cybersécurité se consolide, tellement les besoins sont importants. Donc, en Europe, effectivement, à offrir des technologies de cybersécurité basées sur des racines de confiance qui s'implémentent vraiment au cœur des objets. Nous étions en fait deux. Donc Silex Insight et Secura ici. Et donc désormais, en fait, ces deux entreprises ne forment plus qu'une seule entité. Et donc, nous offrons donc à ce jour le plus grand portefeuille de technologies embarquées sur lesquelles, en fait, effectivement, des solutions de plus haut niveau peuvent s'appuyer.
au niveau gestion de services de cybersécurité et au niveau aussi, en fait, gestion des couches logicielles et firmware des composants IoT dont on assure en fait l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité, la disponibilité. D'accord ? Donc, un move en avant. Que dire de plus ? Notre position européenne, enfin française, européenne, donc Silex basée en Belgique, nous permet également en fait une certaine indépendance géopolitique et donc effectivement de délivrer des technologies en fait complètement maîtrisées et donc d'une certaine mesure effectivement souveraine et donc nous participons également à des projets gouvernementaux. Et donc, nous sommes très fiers de cela parce que cela nous tire en avant. D'accord ? Donc, deux mots à mon sujet. Donc, effectivement, un background académique. Et il en reste de Secure-IC que, comme vous pouvez le voir, nous sommes la Security Science Company. Donc, vous voyez, parmi mes messages techniques, donc la cybersécurité, effectivement, doit être abordable. Il n'y a pas de débat là-dessus. Sinon, effectivement, il n'y a pas d'adoption possible. Mais également, effectivement, on ne peut pas faire de compromis en fait avec la cybersécurité. Il faut de la cybersécurité excellente. Et donc le levier que l'on utilise et que je mets en œuvre à Secure-IC, c'est effectivement de pouvoir donner des garanties formelles, enfin mathématiques, scientifiques à la sécurité que l'on implémente. Donc via les technologies que l'on offre, via la vérification que l'on met en place et via les faisceaux de preuves, enfin c'est un ensemble de documentation que l'on délivre à des agences ou à des laboratoires indépendants pour obtenir des certifications de cybersécurité de nos technologies. Donc, vous voyez, encore un aspect souverain. La certification de la cybersécurité passe très souvent, en fait, par des organismes gouvernementaux. Donc, vous savez que, par exemple, en France, nous avons une agence, donc la NSSI, effectivement, qui dépend du SGDSN, de la Première ministre, des services de la Première ministre, qui est en charge, effectivement, de labelliser ou non des produits, d'accord ? Et donc, d'approuver ou non, effectivement, nos faisceaux de preuves, les démarches de cybersécurité que l'on a mises en place et pour attester d'une conformité en fait par rapport à des standards. Donc, notamment, donc le standard qui est applicable à l'IoT, à savoir donc les critères communs. Donc ça c'est un point important. Donc dans le monde, les schémas de certification vont avoir en fait différentes autorités. Celles qui font vraiment, qui ont un poids, donc c'est effectivement côté Amérique, effectivement le NIST, donc qui est une agence en fait du département du commerce et qui assure un service comparable à celui de la NSSI, d'accord ? Donc bien entendu en Europe il y a une structuration aussi et donc on a l'agence nationale européenne, donc l'ENISA en fait effectivement qui est amenée à réguler aussi ces aspects-là. Et puis écoutez sur le volet asiatique des choses, effectivement des agences similaires notamment en Chine, donc un gros marché sur les aspects des objets physiques IoT, voilà, avec des référentiels qui s'appellent OSCA. Et donc donc c'est un point sur lequel on est très vigilant à Secure-IC et qui fait quelque part de nos solutions qui nous procure un avantage compétitif sur le marché, parce que c'est la technologie avec son label donc de conformité. Et donc voilà, nous avons à Secure-IC en fait carrément une ligne produit basée sur la préparation de la certification. Et nous travaillons à Secure-IC également à faire avancer l'état de l'art des standards. Vous voyez, je vous mets ici quelques références, donc notamment des standards internationaux, parce qu'effectivement, on cherche à adresser un marché mondial. Alors, avançons un tout petit peu.
Donc Secure-IC, 12 ans d'histoire. Donc récemment, effectivement, l'acquisition de Silex Insight, une société qui elle-même était déjà présente mondialement et donc qui nous permet de renforcer notre market reach avec, vous voyez, des clients dans les zones qui comptent. Quelles sont les zones qui comptent en matière de cybersécurité IoT? Comme il y a cette dépendance forte à la souveraineté, donc ce sont les pays qui sont avancés technologiquement, clairement, et qui, effectivement, ont un État fort, ont des agences de cybersécurité. Donc, sans surprise, vous allez retrouver, bien sûr, les US, donc l'Europe, évidemment. Vous voyez, Israël, je suis aujourd'hui à Tel Aviv, et effectivement, l'Asie, effectivement, qui aussi a mis un certain nombre d'investissements là-dessus. Donc Silex, un beau parcours. Donc on est content aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cet héritage. Pour que vous puissiez connaître, appréhender un tout petit peu, donc effectivement cette cybersécurité bottom-up, comme je l'appelle. Donc Silex, ce sont des HSM sur différents marchés. Donc effectivement, vous voyez du paiement, vous voyez également de l'automotive, du média. En fait, c'est l'origine de Silex comme émanation de Barco. Et puis de la sécurité réseau, donc sur des protocoles Internet très haut débit. Donc vous voyez sur les couches MAC, les couches IP, donc on appelle IPsec, la couche 7 avec du TLS. Donc pour faire simple, Secure-IC, spécialiste de la cybersécurité au sens de la résilience au niveau composant contre des attaques, y compris des attaques physiques, des attaques en rétroconception, des attaques en perturbation de systèmes pour en fait effectivement sauter toutes les mesures de protection, forcer la validation de signature alors qu'on n'a pas les clés, et également toutes les attaques qui consistent à venir écouter des canaux dérobés, des canaux cachés des composants. Voilà. Et donc, on adjoint à cela, effectivement, de Silex, des composants cryptographiques de très haute performance, bien adaptés au milieu du serveur, data center, cloud computing, et puis une synergie sur les aspects automobiles. Donc, vous le savez, aujourd'hui, l'automobile, c'est de la très haute sécurité alliée à des besoins de traitement de données, donc en temps réel. Donc voilà, c'est notre quotidien aujourd'hui d'avoir des composants qui sont des caméras, qui sont des radars, des lidars, qui capturent énormément de données qu'il faut processer en toute intégrité et avec les problématiques de GDPR par ailleurs aussi, donc en toute confidentialité. Donc en l'espace de quelques millisecondes pour prendre des décisions d'assistante à la conduite et ultérieurement effectivement de conduite autonome. D'accord ? Donc effectivement un petit résumé de ce que l'on retrouve désormais dans l'escarcelle de Secure-IC, les enclaves de sécurité, de l'accélération crypto, des cœurs d'accélération de protocoles réseau et de la protection mémoire, y compris donc en temps réel des mémoires sur des systèmes qui fonctionnent à plusieurs gigahertz et si vous voulez, quasiment homomorphique. Hein, donc la mémoire est chiffrée, authentifiée et le déchiffrement et la vérification se réalisent à la volée. D'accord ? Donc la très, très haute sécurité. Donc la vision de la cybersécurité d'aujourd'hui, donc Secure-IC / Silex, donc devenu Secure-IC, c'est que la cybersécurité a plus de poids que même les objets IoT en eux-mêmes, quoi, en fait. Hein. Pourquoi ? Donc, l'objet voilà, interagit avec son environnement, rend ses services, mais en fait a une valeur bien moindre si la donnée manipulée n'est pas digne de confiance. Voilà. Si elle peut être manipulée, erronée,
ou que les métadonnées associées sont incorrectes, ou que la provenance des données n'est pas assurée, vous voyez. Donc, on le sait bien, c'est essentiel. Et la valeur étant bien entendu dans le traitement des données, la sûreté et la cybersécurité des objets IoT devient prépondérante. Donc, c'est notre devise, et puis la raison pour laquelle nous continuons à nous développer. Donc, accélérer notre développement, c'est aussi accélérer en fait, l'explosion de ce marché IoT. Donc, il faut que l'on soit à la hauteur. Sans quoi, effectivement, d'autres prendront la place avec des technologies voilà, que l'on estime de moindre qualité. Donc, il faut que l'on arrive à porter l'excellence technique et le caractère certifiable de nos technologies à tous les IoT, d'accord. Donc, on se bat pour ça jour après jour. Et donc, comme le marché est en pleine croissance, il faut qu'on accompagne cette croissance. Vous avez un petit récap là ici de Secura ici. Donc, écoutez, soyons modestes, mais en fait, on franchit des paliers. Donc là, en fait, on est devant un palier, je vous le dis clairement, hein, de devenir une ETI. On le sait, c'est un plafond de verre, d'accord. Donc, on se donne actuellement les moyens de le faire, de le traverser. Juste pour faire un petit recap sur les étapes structurantes. Donc, Secura ICT 2010, la certification était importante dès le début, et donc ça continue d'être un levier. Vous voyez, mais tout simplement, c'est humain. Hein. C'est que, en fait, une technologie de cybersécurité, vous voyez, c'est hyper intangible en réalité. Comment avoir confiance vis-à-vis d'une solution A versus B versus en fait un développement interne, d'accord. Donc il faut pouvoir objectiver la sécurité et même la rendre quantifiable, et ce que permettent en fait les schémas de certification. Je ne le dirai pas assez. Un deuxième facteur en fait j'ai envie de dire de succès, d'accord. Ça a été notre expansion, et puis effectivement une adaptation aux différents marchés. Donc, Singapour avec un aspect extrêmement dual sur le marché local, et la porte d'entrée en Asie. Donc, nous avons démarré résolument, vous voyez, IC, c'est quoi? C'est les circuits intégrés. Donc, nous avons démarré effectivement très proche ce qu'on appelle les design house qui effectivement conçoivent les masques des composants, et donc nous fournissions ce qu'on appelle les IP, donc le code qui va être compilé en porte logique pour ces fondeurs via les design house qui étaient en Asie, qui sont et principalement. Donc effectivement, on a ouvert le Japon, on a ouvert cette année Taïwan, vous voyez la Chine, et l'ouverture des US, c'est très récent en fait, c'est très récent. Donc on fait vraiment effet de levier sur Silex. Bon, on avait déjà en fait pris les contacts, mais aujourd'hui c'est officialisé, on a investi énormément sur le marché US en arrivant avec des produits matures, et donc qui répondent au cycle américain, qui sont très courts quoi, en fait. Effectivement, hein, c'est vraiment le time to market doit être, voilà, il faut pas qu'on l'entrave. Donc en arrivant avec des produits sur étagère, ça nous permet effectivement d'être adoptés très très vite. Donc d'autres paliers, ça a été effectivement le déploiement. Donc on a beau avoir une très très bonne technologie, si on n'est pas en mesure de déployer, donc ça veut dire effectivement avoir déjà sur étagère tout ce qui est logiciel de driver et de couches d'interopérabilité avec l'environnement hôte, donc les environnements Linux, les environnements AutoSAR, les environnements PKCS11, des environnements de TPM typiquement. Donc voilà, c'est les interfaces de compatibilité pour le matériel racine de confiance. Et donc c'est ce qui nous a permis de fournir une solution qui ne pose pas de frein en fait à l'adoption. D'accord. Et donc ça nous a permis effectivement dès 2020 de délivrer en fait 1 milliard d'IP. Alors ce qu'on voit pas ici, c'est par an. Et donc effectivement ce chiffre
est en croissance. Alors, pas en énorme croissance, parce que notre levier actuel, c'est de fournir de la cybersécurité qui rend toujours plus de services. Donc, notamment, alors j'aurai une slide juste pour vous donner un petit aperçu de la cybersécurité qui est protégée à la conception, mais qui est maintenable également tout au long du cycle de vie du produit. D'accord, donc bon, j'accélère un peu dans ma présentation. Donc nous cherchons toujours à nous développer plus, et donc effectivement nous avons fait notre première levée de fonds tard, donc l'année dernière, 20 millions d'euros. Donc c'est un gros montant, mais parce que effectivement pour faire du scale-up, il nous faut continuer à faire des acquisitions externes, il nous faut embaucher. Toujours plus, et puis bien accueillir nos nouveaux talents, donc les former et à nos produits et à nos techniques. Et puis effectivement, donc développer une nouvelle offre. Donc c'est l'aspect de la gestion du cycle de vie des composants, le maintien en conditions de sécurité, et puis également les rendre évolutifs, et donc c'est l'aspect par exemple d'agilité, qu'on appelle l'agilité notamment cryptographique. Donc voilà aujourd'hui nos implémentations dans le monde, et puis effectivement notre feuille de route, gérer non seulement la conception et la fourniture de technologies, mais également être à côté de nos clients, jusque le mode mission des composants, pour pouvoir faire de la surveillance de composants, donc ce qu'on appelle du monitoring, ce qui est très important finalement pour capter les signaux faibles, et puis pour pouvoir en fait prendre les adversaires de vitesse, hein, donc pouvoir appliquer des patchs sur des vulnérabilités, et non pas en fait effectivement remédier à des attaques. Voilà, c'est tout simplement. Et donc jusqu'à effectivement le bon decommissioning du produit en gérant l'effacement des clés. Donc Secura ici, donc aujourd'hui effectivement, je pense que j'ai couvert ces aspects-là. Une société qui grossit avec un portefeuille sur la très haute sécurité, et également donc les cœurs de cryptographie très haut débit. Les mots-clés sont donc MACsec, IPsec, TLS, acceptant effectivement des dizaines de milliers de connexions. Et donc pour certains clients, effectivement, on monte à plus de 100 000 associations de clés pour des contextes serveurs. D'accord. Secura ici, donc, s'appuie bien entendu sur également des technologies anti-tamper, donc qui résistent également à des attaques sur le matériel lui-même, avec des technologies de gestion de clés par PUF. Donc, vous voyez, c'est une technologie qui en fait de clés éphémères. Donc quand le dispositif s'éteint, la clé disparaît et elle est reconstruite à l'allumage. D'accord. Donc un attaquant qui voudrait en fait investir en rétroconception pour extraire les clés, en fait n'a rien à trouver. De la détection donc vis-à-vis de sûreté de fonctionnement, mais aussi vis-à-vis d'attaques donc invasives. Vous savez, certains labos utilisent des moyens très sophistiqués pour essayer de remonter aux clés, aux certificats, ou à modifier en fait effectivement les droits d'accès dans la puce. Voilà. Une technologie cyber embarquée, donc vérifier qu'un code est en train de se comporter de façon étrange, donc ce qui est en fait une suspicion d'attaque, donc par de la vérification dynamique de l'état de la pile, par la vérification du flot de contrôle en fait matériel, donc en temps réel, voilà. Et puis de la génération de clés, génération d'IV, génération de nonce. Enfin, ce sont des paramètres extrêmement sensibles qui sont en fait la clé de voûte de la cryptographie. D'accord. Bon, donc forcément aujourd'hui on s'est étendu en Belgique avec Silex, et donc on continue l'ouverture de nouveaux sites pour adresser nos clients. Donc aujourd'hui, alors il y a un point qui est important, vous voyez, quand je vous dis pourquoi faire du scale-up, un point important du scale-up, c'est effectivement de pouvoir avoir une offre vraiment complète, parce que effectivement,
pour déployer sur des cas d'usage importants, les grands comptes ne peuvent pas aller chercher, si vous voulez, la partie hardware chez Secure-IC, la partie logicielle chez un autre tiers. Voilà, c'est impossible. Donc, en fait, nous voulons vraiment offrir la solution complète. Donc, vous voyez, sur le marché de l'automobile, il y a énormément d'enjeux. Donc, on veut que, en fait, l'enjeu de cybersécurité soit fourni sur étagère, en fait, à nos clients, pour que les constructeurs de boîtiers ou même les constructeurs automobiles qui aujourd'hui de plus en plus assurent un métier de gestion de flotte puissent se concentrer sur l'aspect automobile et en s'appuyant effectivement sur nos services en fait de plateforme pour que ces services de monitoring de flotte soient bel et bien sécurisés, puis donc auditables, etc. Et puis donc pour pouvoir en termes de remontée d'informations et en descente d'informations pour pouvoir garantir que effectivement les mises à jour ne soient pas en fait un canal utilisé par des attaquants malveillants pour intégrer du coup des malwares. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien, il y a une alarme dans mon dos. Voilà. Et donc l'offre aujourd'hui de Secure-IC, c'est de la cybersécurité par la conception, mais également tout au long du cycle de vie. Et un point effectivement qui avait été brièvement abordé par Christian et que je voudrais réaffirmer ici, c'est qu'un autre différenciateur de l'offre de Secure-IC, c'est donc non seulement d'avoir de la technologie, donc du code qui deviendra du hardware, du firmware, des services, et puis du monitoring et des services cloud, d'accord. Mais également donc en fait la capacité à venir éprouver la solidité, donc en termes soit effectivement de conformité par rapport à certains standards, donc je mentionnais les critères communs, mais également pour les aspects logiciels vis-à-vis de guides de bonne pratique. Donc je pense à OWASP, je pense à OSTEAM par exemple, voilà, qui sont les méthodologies pour venir donc donner des garanties sur la qualité de la robustesse de nos implémentations. Et donc, c'est le fait que l'on arrive à fournir effectivement ces trois éléments qui correspondent à 3 lignes produits qui vraiment nous rendent dignes de confiance, trustworthy, sur le marché. Donc, une solution que l'on aujourd'hui market comme ISSP, donc la plateforme de services de sécurité intégrés, et vous voyez qui est complètement verticalisée. D'accord. Donc avec effectivement un portefeuille de produits. Donc bon, l'idée ce n'est pas de passer en revue tous les produits, mais des produits que l'on veut rendre donc sur étagère et qui sont en fait configurables pour des cas d'usage différents. Donc soit par nous-mêmes statiquement. Vous voyez, quand on parle de hardware, il faut définir un jour une configuration, d'accord, voilà, mais pas en limitant le nombre de personnalisations, bien entendu. Donc, faire en sorte que les personnalisations soient implémentables par des configurations. Donc, ça, c'est un effort important que l'on réalise. Donc, parce que déployer plus, c'est aussi déployer sans réinventer à chaque fois, en fait, les solutions de cybersécurité. D'accord. Et deuxièmement, c'est effectivement permettre à nos clients en fait, de mettre en œuvre leur cas d'usage et donc d'offrir des technologies qui soient flexibles, tout en assurant que effectivement cette flexibilité ne soit pas une vulnérabilité. Clairement, donc on le sait bien, il y a un certain nombre en fait, de CVE, de failles de sécurité liées à ce qu'on appelle un misuse, donc une incompréhension effectivement de l'utilisation du produit. Donc on fait très attention que les API et en fait l'intégration côté client en fait ne soit pas ambiguë, et que donc voilà, on va jusqu'à fournir, vous voyez, je vous disais, la solution complète justement pour limiter ce genre de problème. Le retour client extrêmement important, au-delà de la simple rétention client, mais c'est même en fait nos clients sont des partenaires avec qui on construit des feuilles de route. Et donc effectivement, nous avons mis en place en fait
une équipe avec des personnes dont le rôle est d'assurer le suivi client, d'être à l'écoute sur bien sûr la technologie, mais également sur la bonne mise en œuvre de nos technologies. Donc effectivement, comment est-ce qu'on se voit demain? Donc continuer à élargir notre portefeuille pour adresser tous les cas d'usage. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, en fait, un composant non seulement a un démarrage sécurisé, mais en fait, on a un mécanisme, on met en place un mécanisme qui s'appelle d'attestation. Donc, ce qui permet à l'opérateur final de garder une trace de la chaîne de boot et de l'état du système qui démarre à des fins de traçabilité, finalement. Voilà. Et puis, des fins de forensique, quelque part, hein, en cas d'attaque. Et donc, en fait, nos solutions et toutes les vérifications qui commencent au niveau hardware et une chaîne de confiance qui vient sur les couches firmware, etc., peuvent être enregistrées, si vous voulez, dans un ledger, voilà, pour garder trace et ça fait partie effectivement du cycle de la gestion du cycle de vie des produits. Alors, ça c'est un point. Maintenant, il y a également, en fait, être au courant effectivement des nouvelles menaces. Donc, nous avons en fait notre ligne produit Expertiser qui fait de la veille et qui produit des documents. Effectivement de la dissémination, mais également des livres blancs et également donc des études sur des domaines émergents. Hein, donc, pour citer quelques mots, de la cryptographie homomorphe, de la cryptographie boîte blanche, de la cryptographie post-quantique, et puis effectivement tous ces schémas d'attestation, comment est-ce qu'ils s'intègrent dans un système avec des OS particuliers, voilà. Et puis un effort particulier sur la standardisation, parce que ça canalise finalement en fait, l'intégration des nouvelles technologies dans les écosystèmes de cybersécurité. Hein. Donc, je vous ai mentionné ces clés qui disparaissent lorsque le système est éteint, là, les PUF. Et puis, effectivement, tout ce qui concerne la cybersécurité des voitures connectées. Donc, nous avons contribué au standard en fait mondial sur le sujet, l'ISO, mais également sur le standard qui s'appelle TR68. Là, je vois qu'il n'est pas indiqué à Singapour. Donc, il s'agit effectivement de critères d'homologation de véhicules autonomes pour circuler sur le réseau routier à Singapour. Donc, la cryptographie post-quantique est actuellement le défi clé. Pourquoi? Parce que en fait, il s'agit de remplacer les algorithmes vraiment fondateurs de la sécurité, donc l'échange de clés, voilà, par de la cryptographie post-quantique. Et donc non seulement nous l'avons intégré dans notre ligne produit Expertiser, et puis en fait, nous faisons également en fait du rétrofit de technologies existantes. Donc également, vous voyez, on a récemment mis à jour en orbite en fait un satellite, le Bro 8 de Unseen Labs avec de la cryptographie post-quantique donc pour des applications souveraines. Voilà, donc en fait, j'ai envie de dire un fait d'armes que l'on avait dévoilé à la Cyber Week de Rennes. D'accord, donc Secure-IC réellement plus que comme un fournisseur de technologie, mais que comme un fournisseur de confiance. Voilà, grâce à un positionnement unique, donc l'aspect one-stop shop du hardware jusqu'à la gestion donc de la sécurité de flotte, donc débarqué cloud, voilà, en passant donc par le edge, pour pouvoir faire la gestion donc entre effectivement l'aspect cloud et l'aspect device. Et puis donc nous sommes vraiment fer de lance en France et en Europe pour les aspects PQC. Et pour vous dire la vérité, également un peu de partout dans le monde. Donc on supporte déjà des accélérateurs pour des algorithmes qui ne sont pas encore standardisés. Donc à savoir la cryptographie basée sur les réseaux, mais crypto-accélérateur qui est assez agnostique pour pouvoir donc effectivement venir embarquer
venir embarquer différents algorithmes à même d'être standardisés. Et nous participons par ailleurs à des compétitions régionales, comme par exemple la compétition coréenne. Voilà. Donc écoutez, voilà pour mon exposé. Je pense qu'on peut à ce stade passer à la séance de questions-réponses. Donc voilà, je suis attentif sur le chat. Et puis voilà, Christian aussi, s'il y a des questions à relayer. Donc je suis tout oui. Bien sûr. Eh bien, écoute, en tout cas, Sylvain, merci, hein. On voit bien la belle dynamique qu'on avait, nous, appréciée dans le jury, hein, de quelque chose de très établi, d'une technologie bien cadrée, le temps long pour bien préparer sa mise sur le marché, et puis maintenant l'accélération qui va vous emmener, je l'espère, vers les statuts, de casser ce plafond de verre de l'ETI et d'aller chercher encore plus de visibilité et d'action sur le marché. En tout cas, bravo. Et on est très fiers, hein, en fait, au pôle de vous avoir comme membre déjà et bien sûr de vous avoir comme champion cette année. Donc, effectivement, toi, tu vois le chat des questions. Donc, on a effectivement 2 questions. On en a même plusieurs. On en a 3. Si tu veux, je vais les lire et puis je te laisse y répondre. Oui, bien sûr, Christian. Alors, première question de Thierry. Au vu de l'instabilité des algorithmes PQC, dont certains sont tombés récemment, quels sont ceux dans les... Hop là, il y a une nouvelle question qui est arrivée. Et du coup, j'ai perdu le fil. Je reprends. Et écoutez, mais en fait, Christian, je vois la question. Donc je vais ouais, tu vois la question. je vais faire une réponse très très précise là-dessus. Hein. Donc la cryptographie post-quantique, donc vous le savez, en fait, c'est effectivement la standardisation, effectivement est encore en cours. Donc c'est clair. Ouais. Mais c'est pas pour autant en fait une technologie, comment dire, à risque, sur notamment en fait sur certaines catégories d'algorithmes qui sont vraiment éprouvés. Moi, j'aime bien rappeler que en fait Michaelis et N-True ont été découverts et publiés en fait la même année que RSA. Donc autant vous dire que oui. et ils ne se sont pas cassés. Hein. Donc autant vous dire que et les deux, contrairement à RSA, voilà, et bon, il se trouve que quelque part l'industrie et la communauté scientifique a misé dans le lot sur le mauvais. J'ai envie de dire, c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire. Mais donc RSA a connu des vicissitudes. Bien entendu, il y a eu énormément d'attaques sur RSA qui ont conduit effectivement à la mise en place de ce qu'on appelle du bourrage, enfin du padding, et plusieurs versions de padding, parce qu'effectivement, il y a eu différentes attaques sur différents oracles, différents problèmes de mauvaise implémentation, etc. Mais moyennant effectivement les notes d'application, voilà, PKCS 1 et PKCS 2, 1 version 2, etc., sur le RSA, sur les façons de générer les clés, de vérifier la primalité. Enfin, il y a tout un contexte autour, mais en fait, RSA est solide, voilà. Et donc, Michaelis est solide, N-True est solide. J'aime bien le dire, c'est que donc on a aujourd'hui des alternatives qui existent et qui sont robustes. Simplement, ce ne sont pas les algorithmes les plus rapides. Et effectivement, on cherche, pour des besoins d'expérience utilisateur, hein, tout simplement, effectivement, des algorithmes plus rapides. C'est pour ça qu'on est encore en phase de compétition. D'accord ? Voilà. Alors, concrètement, aujourd'hui, quels sont les algorithmes post-quantiques qui sont déployés et rapides ? Eh bien, ce sont ceux qui s'appellent, qui sont basés sur des fonctions de hachage. Donc, pour ne pas les nommer, LMS et XMSS sont deux algorithmes standardisés. Voilà, un NIST SP 800 208, donc complètement de bonne aloi. Complètement béni par les autorités normatives, d'accord, et donc déployé pour des applications de démarrage, de vérification de code de démarrage, vérification BIOS, des vérifications de code firmware, d'accord. Donc nous Secure ici, on a des déploiements dans de l'automotive, dans également du serveur sur de la vérification, voilà, Secure Boot XMSS. Voilà.
Donc, donc voilà, c'est pour dire que pour certaines Très clair. catégories d'applications, ça existe déjà. Maintenant, pourquoi y a-t-il donc encore une compétition? Si on pourrait se contenter de, vous voyez, avec Ntrue, Makelis, on a du Lattice, on a du code, et avec XMSS, on a du HBase. Pourquoi on ne s'arrête pas là? C'est donc pour les applications Internet. Donc sur Internet, il faut que ça dépote. Il faut surtout qu'on ait des signatures qui soient, c'est un peu technique, sans état, donc qu'on puisse générer autant de signatures qu'on le souhaite. Donc contrairement à XMSS, cryptosystème pour lequel il faut que l'on décide, en fait, en vue du cas d'usage, le nombre de signatures que l'on va pouvoir générer. Donc quand on fait de l'update firmware, raisonnablement, on ne va pas mettre à jour un composant plus qu'une fois par jour. Donc vous voyez, 1 million de, voilà, une clé, enfin, une biclée qui supporte 1 million de générations de signatures, c'est amplement suffisant. Voilà. Sur Internet, ben non, vous voyez les ordres de grandeur. Je vous disais qu'aujourd'hui, on déploie des systèmes cryptographiques qui font 100 000 signatures par seconde. Donc, autant vous dire qu'en 10 secondes, on a épuisé toutes les clés de XMSS. Donc, c'est pas possible. Et effectivement, il faut aller sur un autre type de cryptographie. Alors, donc là, il faut forquer en deux. Donc, il y a l'établissement de clés et il y a effectivement la signature digitale. Pour l'établissement de clés, écoutez, Crystal Kyber a été sélectionné par le NIST. Effectivement, le standard n'est pas complètement écrit, mais il y aura vraiment des variations à la marge. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est prêt à être utilisé. Donc, nous, à Secura ici, effectivement, on a développé un engine, un coprocesseur pour les lattices, qui s'est accommodé à la fois Kyber et Dilithium. Je viendrai sur les signatures. Et donc voilà, moyennant des adaptations firmware minimes, voilà, c'est good to go. Et donc, on l'a aujourd'hui en mode projet tape-out sur des composants. D'accord. Maintenant, sur la signature digitale. Alors là, effectivement, c'est un autre sujet parce que ça reste un petit peu la jungle. Bon, toujours est-il que Dilithium va jouer son rôle de signature. Et pourquoi est-ce que les compétitions continuent? C'est simplement pour avoir un plan B. Donc, tout comme, effectivement, on aime bien avoir SHA-3 en plan B de SHA-2, d'accord, en fait, voilà, on cherche quel sera un autre paradigme de signature. Donc, voilà, il y a un appel à projet, effectivement, un appel à soumission à ce sujet. Mais donc, avec la paire Kyber-Dilithium, vous êtes aujourd'hui prêt à faire du déploiement. Hein. Donc moi c'est, enfin, en tout cas, nous à Secura ici, c'est ce qu'on a implémenté et qu'on propose à nos clients, hein, tout simplement. Et donc pour des applications, vous voyez, TPM, pour du service cryptographique, quoi, HSM, pour des applications même P11, d'accord. Donc on attend avec impatience que officiellement ce soit supporté, mais donc on a fait l'extension d'API pour que ça marche, quoi. Voilà. Merci Sylvain, c'est très clair. Voilà, on va reprendre la question de Vincent. Au vu de la puissance requise pour faire de l'homomorphisme, traitement 10 000 fois moins rapide dans le domaine chiffré, comment arrivez-vous à faire ça sur un device embarqué? Ah oui. Donc, non, mais très, très bonne question. Donc, non, on ne le fait pas sur un device embarqué. Voilà la réponse. Non. L'homomorphique se déploie dans un contexte cloud. Donc, le modèle de menace, il est que, effectivement, l'attaquant est dans le cloud. Voilà. Pour répondre à la question, c'est clair et net. Et donc, les parties homomorphiques qui sont réalisées dans l'IoT, ce sont les parties publiques. Voilà, tout simplement. Merci. Et alors, une autre question. Les risques cyber augmentent-ils avec l'arrivée de machines informatiques de plus en plus nombreuses dans les usines? Effectivement, il y a de plus en plus de risques qui sont diffus finalement. Ah, bien sûr. Alors j'aime bien dire que tout cela c'est modélisé et c'est pas anarchique. Donc alors bon, écoutez, la norme IEC 62443 donc qui est extrêmement complexe. Vous voyez, c'est une vingtaine de documents, mais en fait a été rédigée précisément pour cela en fait. Hein. Donc la genèse de cette norme, c'est quoi? C'est Stuxnet. Donc effectivement, vous avez un réseau très compliqué parce que c'est de l'usine avec de l'IT et de l'OT, les deux, voilà. Et donc, comment voulez-vous sécuriser tout cela, quoi, en fait? Donc, non, il ne faut pas baisser les bras, et donc, c'est de la méthode. Voilà.
Et donc, quand moi je rabâche que la conformité aux standards est essentielle, et puis donc l'aspect certification qui en découle, c'est également comme un moyen finalement de gagner de l'assurance, parce que effectivement, en ayant documenté, réfléchi, en s'étant fait challenger par des laboratoires extérieurs, neutres, bah, c'est comme ça qu'en fait on accroît la couverture et que donc on répond, on diminue le risque. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, alors effectivement, bring your own device en entreprise, effectivement, c'est considéré comme une mauvaise pratique. Voilà, écoutez, c'est dans l'état actuel des choses. Maintenant, nous efforçons, nous, à Secura ici, de faire en sorte qu'il y ait, bon, d'une part, des Secure éléments dans les téléphones et tous les objets IoT. Donc, c'est aussi pour atteindre ces marchés-là et peser là-dedans, influencer pour plus de sécurité que l'on cherche à se développer. Donc ça, c'est une première chose. Évidemment, sans racine de confiance, on peut pas bâtir de la cybersécurité, on est d'accord. Et puis d'autre part, l'aspect end-to-end dont je parle, c'est effectivement pour pouvoir dans des environnements en fait effectivement hétérogènes, allez, appelons ça zéro trust, pouvoir gérer quand même de la cybersécurité. Donc la technologie veut répondre à tout cela. Et puis effectivement, c'est deux, il y a vraiment, faut le voir sous deux angles, hein. Il y a sécurité par le design, première chose, donc il faut des systèmes bien faits, et deuxième chose, effectivement, du monitoring, de la supervision. Donc en fait, c'est possible. Et puis, je pense qu'en élargissant les certifications, non pas simplement aux objets, mais aux systèmes, en fait, voilà, on va y arriver, quoi. Merci. Alors, une question qui est un petit peu dans le même esprit. Comment faire avec des machines qui fonctionnent avec des langages différents pour faire remonter en fait toutes les informations que vous et d'autres sont en mesure de collecter sur la cybersécurité pour que ça puisse alimenter un socle commun et que ça soit opérable par des équipes. Oui, bah c'est complètement une bonne question. Donc aujourd'hui, bon, nous on a un format de log pour la gestion des incidents qui est unifié. Donc effectivement, on traduit les incidents dans ce langage-là. Et donc que l'on remonte à des couches SOC. Donc clairement, l'aspect hétérogène est un défi. Et donc, ce qui compte dans une approche chip to cloud, c'est effectivement de s'appuyer sur des standards ouverts et interopérables. Donc là, non, enfin, c'est une question valide. Hein. Enfin, on n'a pas la solution miracle, hein, clairement. Oui. En tout cas, c'est une démarche qui est prise en compte. Oui. Autre question de Denis. Quels sont les pays cibles de vos développements ? Tu nous en as parlé un petit peu, mais peut-être pour vos futurs développements, votre changement de taille critique. Oui, pour le développement en fait commercial, écoutez, c'est très très simple. C'est que on a vraiment développé l'entreprise au début en Asie et en mettant un petit peu la Chine de côté. Bon, vous voyez, c'est un marché régulé très très particulier. Donc il y a eu la barrière de la Covid. Bon, c'est toujours un petit peu là, quoi, et ça va repartir avec avec le nouvel an chinois et tous les échanges, voilà. Mais en fait, on veut vraiment développer la Chine, donc voilà. Mais avant tout, effectivement, le marché américain. Voilà. Donc, actuellement, c'est les deux zones cibles. Et puis, écoutez, on a ouvert Hsinchu là à Taïwan pour être aussi au plus proche du semi-conducteur. Donc, écoutez, voilà, c'est TSMC, hein, donc on n'ignore pas ce géant. Pourquoi être proche vous voyez, actuellement, il y a un problème de tension sur la chaîne d'approvisionnement. Et donc, être proche, finalement, du silicium, ça nous aide aussi à ce que, finalement, les projets silicium aboutissent avec plus de certitude. Donc, être dans l'écosystème et dans les petits papiers de TSMC, c'est très important pour nous et nos clients. On comprend bien. Alors, question suivante de Patrice.
Patrice, donc qui est très séduit par ton approche One Stop Shop et qui a une question. Comment gérez-vous le risque de se disperser entre les différentes technos et marchés? Ça, c'est une question qui est intéressante. Complètement, c'est complètement. Non, mais donc bon, premièrement, pour ne pas se disperser, il faut effectivement avoir un produit qui se configure pour chacun des marchés. Mais effectivement, ça nécessite une première phase de compréhension du marché pour pouvoir en fait déterminer, vous voyez, ce plus petit dénominateur commun, ce qui est spécifique au marché et qui va être mieux réalisé en fait par les acteurs du marché que nous, et que donc on va volontairement laisser en dehors de notre offre. Voilà. Donc, je mentionnais pour l'automobile, parce que c'est un très bon exemple. Vous voyez, en fait, nous, on va fournir des drivers pour AutoSAR, mais en fait, AutoSAR lui-même, qui est le système d'exploitation pour gérer les différents ECU, enfin les composants électroniques de contrôle dans les véhicules, on n'a pas vocation à comprendre des subtilités d'AutoSAR. Voilà. Donc, il faut voir le moment où on s'arrête, aller quand même, effectivement, et là, il y a un investissement, aller vers les standards de ce marché. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, sans driver AutoSAR, en fait, on n'aurait pas la part de marché que l'on a aujourd'hui sur le marché de l'automobile. Donc, il faut comprendre. Et puis, on arrive toujours à trouver cette ligne d'interface qui nous permet d'être allé assez sans être allé trop loin. Voilà. Très bien, effectivement, c'est un positionnement qu'il faut savoir garder pour ne pas s'enclaver en quelque sorte sur une technologie qui malheureusement éteindrait d'autres opportunités. Alors justement, je rebondis sur les enclaves, puisque Julien a une question. Comme vous parliez d'enclave, utilisez-vous des technologies de confidential computing afin d'offrir un chiffrement de bout en bout? Oui. Alors que la réponse est oui, résolument. Donc, en fait, ça va avec la problématique de gestion de clés. Mais effectivement, donc, on réalise du chiffrement de bout en bout, même en fait du surchiffrement de bout en bout. Voilà, quand le lien n'est pas uniforme. Voilà. Donc non, c'est indispensable. Donc effectivement, on utilise ce genre de technique. Autre point également lié au confidential computing, c'est tout ce qui est ce qui s'appelle Trusted Execution Environment. Donc, en fait, on sait découper un applicatif en partie, disons, moins critique et en partie critique, et donc faire tourner une partie du code dans une enclave et l'autre partie sur un autre. Donc ça fait partie également des technologies de mise en œuvre du confidential computing. Merci. Alors, question de Sabrina. Que pensez-vous de l'invention Lifilook pour une authentification off-grid par la lumière? Y a-t-il un intérêt à intégrer cette solution? Ouais, alors honnêtement, je connais pas tous les détails de cette technologie, mais je pense voir comment ça doit fonctionner. Ça doit être, je pense, une technologie, on va dire, de multifactoriel MFA, qui permet d'ajouter un niveau de confiance dans l'identification d'un device. Et donc effectivement, l'aspect MFA est essentiel. Donc nous, sur ce sujet, donc effectivement, là aussi c'est pareil, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, nous Secura ici. Oui. Donc effectivement, nous on s'arrête au niveau de gérer les aspects cryptographiques associés, mais effectivement, après avoir comme input d'autres modalités et de les intégrer finalement dans les protocoles d'authentification que l'on relaie surtout du côté serveur, du côté gestion de flotte,
Donc, effectivement, c'est super important. Donc, voilà, écoutez, là, nous démarrons un projet, juste pour faire un peu la promotion, avec un fournisseur français de systèmes de visioconférence de sécurité, qui s'appelle Apizy, et où effectivement, l'aspect MFA est au cœur du projet, quoi. Donc, c'est une vraie problématique. On le voit avec les directives européennes. Voilà, sur NIS 2, etc. Donc, non, c'est une très bonne question, et je pense qu'il faut que ce type de technologie voilà, faut faire connaître, et puis effectivement, ça va bien sûr être intégré dans nos écosystèmes. Donc, je regarderai avec attention cette technologie. Oui, effectivement, la question de Sabrina est intéressante parce qu'effectivement, au-delà du MFA, il y a toute la problématique de l'identité des objets, Ouais. qui est importante et qui doit être gérée et en tout cas bien comprise des faiseurs. Et puis, ça donne l'occasion aussi, sur les technologies d'authentification par la lumière, de rappeler que au sein du pôle, nous avons un hub optique et photonique qui est pourvoyeur de beaucoup d'innovations et qu'il y aura certainement des choses à échanger avec les différents, les différents partenaires et les différents hubs du pôle. Question de Julien. Quels sont les usages possibles pour toutes les données récupérées par les objets? Vos clients peuvent-ils y avoir accès, pour certains cas d'usage, sans compromettre au regard de la RGPD? Bon, réponse courte. Nous sommes très respectueux, je l'ai dit plein de fois, effectivement, du cadre réglementaire. Donc, effectivement, RGPD, pour nous, voilà, on ne badine pas avec cela. Et donc, effectivement, tous les mécanismes techniques d'isolation et de chiffrement des données vont en ce sens-là, effectivement. Maintenant, sur l'aspect business des choses. Comment exploiter la donnée liée à la cybersécurité et effectivement permettre une meilleure, créer de la valeur. Donc, c'est quoi, hein, c'est déceler des attaques avant qu'elles n'arrivent. C'est aussi effectivement en termes de compréhension sur la performance des systèmes mis en place, un moyen d'analytics. On en est aujourd'hui à Secura ici à 5 cas d'usage, donc c'est très limité. Donc, j'ai un cas d'usage télécom, j'ai un cas d'usage sur des PLC dans un environnement Smart Factory, j'ai un cas d'usage de supervision d'automobile, quoi d'autre, de systèmes de Smart Office. Et donc, en fait, on expérimente. Voilà, on expérimente. Du point de vue business model, pour vous dire un tout petit peu, Secura ici, donc on est sur du déploiement, donc on est sur de la royalty. Mais effectivement, pour l'exploitation de la donnée, on va être sur un modèle d'abonnement. Donc là aussi, c'est des choses que l'on explore. Et je pense qu'il y a, oui, avec la gestion de la donnée, effectivement, il y a des contraintes, mais il y a également des opportunités et une liability. Donc, c'est un équilibre que l'on construit. Et voilà, aujourd'hui, faut qu'on arrive à avec les parties tenantes de cet écosystème. En fait, on n'en est pas encore vraiment à négocier, on en est plutôt à créer encore plus de données. Vous voyez, dans le deal, en quelque sorte, il faut d'abord, en fait, élargir. Et puis, il y avait une question avant aussi sur les histoires de format, compatibilité. Donc, il faut créer cet espace de données de sécurité. Et puis, effectivement, je pense que je serai plus pertinent pour répondre à la question quand on aura des volumes conséquents et que on pourra voir quel acteur dans la chaîne de valeur rend tel service et comment du coup se répartissent notamment les questions de ownership, etc. quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est trop tôt. Ouais. C'est trop tôt. Ouais, très clair. Et c'est très intéressant ta réponse parce qu'effectivement, le passage à l'échelle implique quelquefois de ne pas se couper d'opportunités de demain et donc de rester attentif, de faire des expérimentations pour que peut-être
que la solution ou l'offre de service ou l'offre technologique qui va faire que Secure-IC passe un cap, ben peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas encore identifiée. Et donc, souvent, le travers de la PME, c'est de rester sur un acquis technologique et d'essayer de l'optimiser au maximum et de se fermer le champ du possible. Et c'est là où, dans votre démarche, vous êtes vraiment pertinent pour passer ce plafond de verre. Hein. Aucun doute là-dessus. Enfin, une dernière question de Sabrina. Avez-vous réalisé une ACV ou un bilan carbone? Alors, clairement, la gouvernance devient extrêmement importante. Donc, écoutez, l'année dernière, effectivement, avec l'entrée d'investisseurs dans l'entreprise, on est beaucoup plus conscient, effectivement, de tous les enjeux liés, effectivement, aux ressources humaines, mais également à notre impact sur nos externalités. Donc, effectivement, notre rôle citoyen, mais également, effectivement, notre impact sur l'environnement. Et donc, ce sont des sujets qui sont abordés au niveau Excom, chez nous, d'accord. Et donc, effectivement, on a un tableau de bord mensuel sur le sujet. Voilà, donc la réponse est oui. Très bien. Eh bien, écoute, merci. Merci à tous nos participants pour vos questions. Et moi, j'aurais une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner un peu des pistes? Tu sais, c'était intéressant ce que tu as expliqué sur le plafond de verre. C'est un mal français un petit peu, hein, d'avoir des PME technologiques qui sont toujours de très très haut niveau et qui ont un impact très intéressant au niveau international. Mais le passage au mode ETI, au modèle un petit peu allemand, hein, où c'est une spécialité allemande d'avoir des très grosses ETI, des très belles ETI. Comment vous appréhendez cette difficulté, j'allais dire presque idéologique, hein, de passer d'une PME à une ETI, et quel type de peut-être d'accompagnement vous avez envisagé et sur lesquels nous, peut-être aussi, Paul, on pourrait dès à présent se positionner et bien anticiper ces besoins pour que demain, pour vous, mais aussi pour d'autres, on soit aussi, nous, en mesure de dire, bien voilà, le passage, il va être délicat et voilà le type d'accompagnement qu'on puisse bénéficier d'un rétexte, en quelque sorte, de ceux qui l'ont fait et en faire profiter à ceux qui en auront besoin. Christian, c'est complètement pertinent. Donc effectivement, bon, avoir une ambition de croissance, c'est un état d'esprit. C'est simple, hein, c'est se dire non, je ne veux pas rester dans ma zone de confort et puis quelque part peaufiner mon offre. Non, je veux aller de l'avant. Donc, je connais mes points forts, voilà, j'ai aussi des points faibles, mais je veux aller de l'avant et donc j'assume que, parmi les sujets à traiter, le sujet principal, c'est ma feuille de route. Voilà. Donc effectivement, c'est pas de tout repos. On bouge en permanence, on se réorganise de façon permanente. Voilà, c'est pas de la recherche d'équilibre, c'est de la recherche de mouvement. Donc voilà, faut juste être extrêmement motivé, soudé dans l'entreprise. Donc c'est bien sûr des décisions de comité exécutif et que l'entreprise tout entière, tous nos talents effectivement doivent partager et ressentir. Donc écoutez, à Secure-IC, en fait, on fait venir nos 150 employés en fait, à notre siège en région, à Rennes et puis à Dinard en région Bretagne pour effectivement faire un événement où l'on explicite en fait que précisément Secure-IC va continuer à se développer. Et donc il faut qu'on embarque tout le monde. Voilà, donc ça c'est clair. Sur l'état d'esprit, d'accord. Donc voilà, ça c'est la première chose qui est posée. Maintenant, en fait, clairement, quand on est une start-up, on contrôle tout, même on a cette adrénaline d'être partout au four et au moulin, et voilà. Là, passer maintenant à 200, 300, donc on veut être 300 en fait en 2026. Il faut planifier
Et il faut s'appuyer sur un écosystème. On ne peut pas faire tout ça tout seul. Donc écoutez, encore une fois, je vous partage mon agenda. Hein. Là, on peaufine le budget de Secure-IC. Bien s'entourer de sous-traitants, de conseils, de fournisseurs, c'est essentiel. Et puis les partenariats et les écosystèmes. Donc voilà. Donc nous participons à peu près en fait à Secure-IC juste en termes de networking en fait à un salon, un événement par semaine. Et puis pour de la recherche de partenariats et puis effectivement on ne peut pas se développer tout seul à un moment donné, quoi. Donc on en est bien conscient et c'est une dimension qu'on assume et qu'on budgète. Voilà. Merci. Eh bien, voilà, on a fait le tour des questions. Merci Sylvain. On va juste rappeler d'abord qu'on est encore dans la semaine des champions pour demain et après-demain avec Accelor et Median System. Et puis aussi vous dire qu'on va mettre dans le chat le lien sur l'interview que tu as donnée dans le cadre du label champion. Une interview très intéressante. Donc on va mettre le lien pour ceux qui veulent. Le webinaire sera de toute façon accessible en replay très rapidement dans les quelques minutes qui suivent. Mais cette interview, elle était assez intéressante. Donc, on met le lien dans le chat et n'hésitez pas à l'écouter. Elle donne un point de vue peut-être un petit peu plus, j'allais dire, généraliste, mais qui donne des orientations vraiment intéressantes sur la constitution de l'identité d'entreprise de Secure-IC. Eh bien, écoutez, voilà, donc on termine notre webinaire. Je remercie Sylvain. Je vais vous dire aussi que, eh bien, Secure-IC était un de nos champions 2022, pour vous rappeler qu'on a un programme champion depuis 2011 et que, bien sûr, il y aura un programme champion en 2023 avec un jury qui sera composé, entre autres, de personnes de Secure-IC. Et puis, vous êtes candidat, vous pouvez candidater, vous êtes membre du pôle aujourd'hui ou peut-être demain. N'hésitez pas à nous solliciter. Le but du pôle, vous l'avez compris, l'écosystème du pôle, c'est de mettre en avant des structures qui ont un contenu deep tech qui, quelquefois, s'est construit sur le temps long et qui doivent accélérer. Et donc, c'est là où on est pertinent et c'est là où on est toujours heureux de vous accueillir. Eh bien voilà, ce webinaire est terminé. Merci à tous. Et puis, je vous invite à diffuser, à partager ce webinaire et ceux des autres champions qui sont disponibles en replay. Je remercie encore Sylvain et je te souhaite un bon séjour en Israël. Et puis à bientôt sur des événements du pôle. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.